Bonjour, merci d'être ici, si nombreux, pour cette rencontre informelle. Il n'y a pas de modération, on va discuter tous les trois sur le thème de la pataphysique et l'Oulipo. Bon, je prends la parole parce qu'on m'a demandé en fait de faire la présentation, ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Bon, Xavier Mauvais-Jean, Hervé Letellier et moi-même Olivier Cotte. Voilà. Qui commence ? Bon, je vais commencer. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu autant de monde pour entendre parler du collège de pataphysique et de l'Oulipo, donc je suis très content qu'il y ait autant de monde. Je vais présenter très rapidement l'un et l'autre. Je fais ça. Bon, le collège de pataphysique est né après la guerre. Alors laquelle? Celle de 39-45, qui pour nous est de 39-40. Et ça correspond en fait à un mouvement à l'époque d'une certaine partie de la jeunesse et des artistes qui, lors de la guerre, inventent des formes qui sont celles caricaturales finalement de la hiérarchie, avec des satrapes, avec des régents, avec des esclaves, et qui, dans un univers qui est celui des années Saint-Germain, avec Boris Vian, avec Henri Salvador, avec des gens bien oubliés, Raymond Queneau entre autres, vont fonder ce collège qui va durer presque pendant 25 ans, puisque les événements de 68 vont le faire passer au second plan. Ils ont de l'actualité et puis ces logiques d'existence, qui étaient celles aussi d'un rejet, comme je le disais, de la guerre et de la hiérarchie, ont été, d'une certaine manière, validées d'une manière très différente par les événements de 68. L'Oulipo naît, lui, en 1960, un an après la mort de Boris Vian, qui est mort en 1959, et le groupe est fondé, d'abord ça veut dire ouvreur de littérature potentielle, donc ce sont des gens qui s'intéressent évidemment à la littérature, mais aux potentialités de la littérature. Alors on pourra revenir sur ce que c'est que les potentialités, mais c'est la manière dont on peut finalement appliquer sur la littérature un certain nombre de contraintes, de règles, de consignes qui vont la faire se déplacer vers des endroits qu'on n'a pas prévu d'explorer si elles n'existaient pas. Ouvroir, ça veut dire qu'on va travailler ensemble pour le faire. Et donc l'Oulipo naît à partir de 1960 sur la base à la fois d'une co-commission, donc une commission du collège de pataphysique, et d'une décade consacrée à Raymond Queneau, une nouvelle défense et illustration de la langue française. Je peux faire juste un petit insert. Il s'agit de la circulaire numéro 2, séance du 22 décembre 1960, qui précise, ouvrez les guillemets, l'Oulipo est intégré à la sous-commission des épiphanies et ityphanies, elle-même incluse dans la commission des imprévisibles. Voilà. Bon, voilà. Et donc, bon, ces deux groupes vont plus ou moins se travailler séparément. D'abord parce que le collège ne travaille pas vraiment. C'est pas sa fonction. Sa fonction, c'est de publier des choses avec les cymbalums, avec les subsidiaires, etc. Mais c'est pas sa fonction de travailler. Alors que l'ouvroir est un groupe de travail qui va travailler sur de nombreuses choses, qui va donner naissance à de nombreux autres ouvroirs. Par exemple, l'ouvroir de bande dessinée potentielle. Il y a une exposition Marc-Antoine Mathieu. Marc-Antoine a fait partie des gens qui travaillaient au début autour de concepts très oubapiens, l'ouvroir de bande dessinée potentielle, mais très proche de l'Oulipo. L'Oulipo va aussi travailler sur la littérature policière, avec un Oulipopo, bord de littérature policière potentielle. Et de manière générale, ça sera un groupe qui va se développer et continuer à travailler jusqu'à maintenant, puisque l'Oulipo existe encore aujourd'hui avec une quarantaine de membres, dont la moitié sont excusés pour cause de décès. Voilà. Et les conditions d'entrée à l'Oulipo sont très différentes de celles du collège. C'est-à-dire que pour entrer au collège, il suffisait juste que quelqu'un décide qu'il faisait rentrer quelqu'un au collège, alors qu'à l'Oulipo, c'est à l'unanimité, c'est un peu plus compliqué que ça. Et puis les liens se sont distendus. Par exemple, moi, je suis rentré à l'Oulipo en 92, donc je ne suis pas membre du collège, puisque le collège était dissous à cette époque, et le collège était occulté à cette époque, et il s'est désocculté lors d'une séance de l'Oulipo public en 2000, mais de la période, je ne veux pas dire des bêtises, mais en gros de 75 à 2000, le collège était occulté. Donc toutes les personnes qui sont rentrées à l'Oulipo pendant cette période ne sont pas membres du collège.
Voilà. Alors ensuite, on pourra discuter des travaux respectifs du collège et de la pataphysique, mais il est clair que l'imaginaire, puisque c'est un des thèmes quand même de salon, c'est au centre dans les deux cas. Et que l'un des membres absents de l'Oulipo pour cause de décès, qui est Boris Vian, est contestablement un des écrivains français qui a œuvré le plus pour, dans ses travaux, faire entrer de l'imaginaire. Après, on pourra aussi parler un tout petit peu de la manière dont il a été réorienté vers la musique et la chanson, parce que justement ça ne marchait pas, parce que ses œuvres ne se vendaient pas. Le Boris Vian qu'on connaît tous maintenant, c'est un Boris Vian qui date de 10 ans après sa mort, puisqu'il est devenu très, disons, tendance, on peut dire, après 65-66, relancé par les membres de l'Oulipo qui ont tous fait et tous œuvré pour qu'il soit connu, mais s'il arrête d'écrire en 53, c'est parce que ça ne marche pas. Et donc, voilà, c'est une petite introduction rapide sur les deux institutions qui sont respectivement le collège et l'Oulipo. On peut peut-être préciser quelque chose, c'est que bon, Boris Vian est excusé pour cause de décès, c'est une excuse comme une autre, hein, on va tous inventer. Hein. Mais un des points communs, peut-être, en tout cas, largement commun entre les deux écoles, c'est probablement justement l'humour. Alors, je précise, tu me dis si je fais erreur, mais que quand on est coopté à l'Oulipo, c'est à vie, et qu'une fois élu, donc on ne peut pas démissionner, sauf en se suicidant devant l'huissier. En expliquant à l'huissier qu'on se suicide pour quitter l'Oulipo. Voilà. C'est pas produit. Personne ne l'a fait. Alors, de ce résumé qui est vraiment très complet, faut détacher le fait qui est important, qui est que le collège de pataphysique, contrairement à une idée reçue, n'est pas du tout créé par Alfred Jarry. Alfred Jarry est bien antérieur à la création du collège, et même certains éléments qui sont fondateurs de la pataphysique, et davantage encore du collège de pataphysique, existent avant Alfred Jarry. Bon, pour certains sont strictement contemporains d'Alfred Jarry, et ils ont été créés pas loin d'ici à Rennes, au lycée de Rennes, puisque au départ, à l'origine, il s'agit d'une blague de potage. Il y avait un professeur de physique, qui était le père Hébert, qui était moqué par toutes les générations de lycéens se succédant, et on a une trace grâce à deux frères qui ont été lycéens dans cet établissement, les frères Morin, qui avaient commencé à gratouiller des petites choses. Charles Morin avait écrit une pièce qui s'appelait Les Polonais, et où on trouve déjà quelques éléments qui semblent déjà installés dans le pré-univers pataphysique. Et puis il y a eu son petit frère Henri, qui lui alors était au lycée en même temps qu'Alfred Jarry, qui a écrit, alors je crois que c'est La chasse au polyèdre, voilà, et qui lui pose des éléments qui sont reconnaissables, et outre bien sûr son talent et son imagination fantastique, Alfred Jarry a eu le mérite de faire de tout ce qui était un univers cohérent, mais limité visiblement au mur du lycée de Rennes, un univers d'imaginaire en expansion. Oui, alors, aussi une différence, on disait humour, le collège de pataphysique met un point d'honneur à l'extrême sérieux de ses travaux aussi. Et même la logique, ça serait de ne jamais rire à Jarry, de ne jamais rire à Ubu Roi. Voilà, il ne faut pas rire comme une représentation de Ubu. Ça fait qu'aussi une différence par rapport à l'Oulipo. N'ayant pas connu le collège personnellement, le collège est vraiment ressuscité dans les années 2000 avec l'arrivée de gens comme Arabal, avec des gens vraiment nouveaux, quoi, dont tu connais, tu peux parler. Par exemple, notamment une figure qui est très connue ici, qui a été longtemps présente, qui est Jacques Boudou. Donc moi j'ai été coopté par Jacques Boudou et Paul Gaillot, qui étaient
qui demeurent de grandes figures de la pataphysique et mais qui eux déjà effectivement sont de la génération, alors je ne sais pas si on dit post-occultation ou apparition, je crois que le terme exact c'est apparition depuis 2000, mais qui sont déjà nourris de d'autres sources d'imaginaire, ce qui fait que Olivier a raison, c'est aussi dans la pataphysique l'occasion de visiter d'autres domaines, comme effectivement après 68, d'autres tendances qui actaient ou développaient d'autres activités. Mais ce qui est amusant dans la plaisanterie, qui n'en est pas une, de la pataphysique, c'est que certaines définitions de la pataphysique, il y en a beaucoup, sont vraiment riches de possibilités pour le coup et pourraient être utilisées comme des contraintes. Par exemple, d'en faire une science des exceptions, ça a depuis été formalisé, la théorie des exceptions. Donc cette idée que dans la véritable théorie des exceptions, qu'une anomalie est en fait l'indice d'un ordre supérieur, amène à une des autres définitions de la pataphysique qui décrit un univers supplémentaire à celui-ci. Autrement dit, arrive un moment où la plaisanterie qui doit faire rire ne fait plus rire du tout, mais interroge et intéresse à de la création pour le coup. Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'on associe généralement pataphysique à Jarry, c'est vrai que c'est antérieur, ça on est tout à fait d'accord. En plus, lui-même a retardé quelque part l'apparition du mot pataphysique, puisqu'il avait été placé dans le Dr Faustholm, qui a été écrit en 1898, mais publié seulement et à la volonté de Jarry en 1907, si ma mémoire est bonne. Jarry, en fait, voulait vraiment prendre son temps avant la parution pour... alors, est-ce que c'est de la plaisanterie ou pas parce qu'il estimait qu'il n'avait pas encore la maturité pour voir le livre publié. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a... Bon, c'est le cas de la plupart des mouvements, et c'est généralement d'ailleurs le champ d'une recherche de paternité pour avoir une validation. Il est vrai que la pataphysique est antérieure à Jarry. Moi, je suis arrivé à Jarry par un court texte qui était de la Passion du Christ, considérée comme une course de côte, qui est une sorte de vision très blasphématoire de la manière dont le Christ vit comme un cycliste, finalement, ces différentes stations. L'Oulipo a beaucoup évolué, je connais plus l'Oulipo que le pataphysique, donc l'Oulipo, quand il a été créé, a beaucoup plus évolué sur l'idée d'abord de génération en génération d'une évolution du rapport à la structure. Alors qu'on se comprenne, à l'Oulipo, on travaille sur des structures, c'est-à-dire qu'on essaie d'écrire des romans qui sont très structurés et qui sont finalement des petites cathédrales en allumettes, non pas plus loin, des cathédrales en allumettes qui chacune a ses caractéristiques. Par exemple, Georges Perec va écrire la célèbre Disparition dans laquelle il se passe de la lettre E. Mais ça peut aller jusqu'à Italo Calvino qui va écrire un livre extrêmement complexe et qui sera organisé autour, par exemple, des carrés de Grémas comme Si par une univers un voyageur. Donc des livres assez compliqués en termes de structure intérieure, mais qui n'ont pas pour autant vocation à être complexes en lecture. Et puis de génération en génération, parce qu'on est quand même aujourd'hui à peut-être la 5e ou 6e ou 7e génération intérieure à l'Oulipo, c'est difficile de compter. Il faut savoir que tous les membres fondateurs sont morts depuis le début de l'Oulipo, que l'Oulipo garde cette même moyenne d'âge d'environ 60 ans, ce qui peut paraître âgé, mais qui signifie que beaucoup rentrent à l'âge de 30 ans et on vit assez longtemps. Donc, et comme on ne vit pas l'Oulipo, ça fait une moyenne d'âge assez raisonnable. On fait rentrer quelqu'un tous les 2-3 ans. Et cette dernière génération qui est arrivée, par exemple, et qui est constituée de jeunes comme Clémentine Mélois, qui habite d'ailleurs à Nantes, ou de gens qui ne viennent pas du tout de France, comme Pablo Martín Sanchez, qui est espagnol, catalan plutôt, et Eduardo Berti, sont issus d'univers
dans lesquels on ne vit pas du tout la contrainte de la même façon. On fait plus référence à des auteurs comme Borges, à des auteurs comme Cortázar, qu'aux auteurs fondateurs de l'Oulipo au début. Il y a une sorte d'évolution dans laquelle on a l'impression que certaines choses ne sont plus nécessaires. Le travail, par exemple, sur le lipogramme, donc la privation d'une lettre, c'est quelque chose qui, pour nous, a 50 ans. Ça date de 68, donc c'est très ancien. Et ça n'appartient plus du tout à l'univers mental des jeunes Oulipiens qui arrivent et qui travaillent sur tout à fait autre chose, et qui peuvent travailler sur du détournement, peuvent travailler sur de la structure sémantique des romans, quelque chose de très différent de ce qu'on faisait auparavant. Donc il y a cette évolution-là qui est quand même en cours en permanence, très vivante. Même à un autre niveau que purement littéraire, il y a aussi le droit de peinture potentielle. À un moment, par exemple, il y avait une des contraintes qui avait été utilisée était de prendre en fait des bouts de peinture de poids égal, de quantité égale, et de recouvrir, de créer des peintures qui utilisent la même quantité de chaque teinte. Alors, aujourd'hui, c'est un peu dépassé finalement. Réseau de shop. Voilà, c'est ça. Avec Photoshop, on va quand même pas compter les pixels, encore qu'on pourrait, ça pourrait être amusant. Mais en fait, c'est le média même qui, souvent, de toute façon, dicte un certain nombre de contraintes. Et là, c'est clair qu'on était avec de la toile, des pinceaux et surtout donc, des pots à utiliser entièrement. Marc-Antoine Mathieu, donc une exposition qui a lieu ici, a travaillé sur des contraintes très fortes. Je pense à un cycle dans lequel, je crois que ça se termine par la Q, qui est la quadrille. Et dans ce cycle, il y a en particulier le travail sur le trou dans la page. Et le trou dans la page est quelque chose qu'on ne peut pas faire en littérature, c'est trop compliqué. Et donc on a une grande admiration pour ce que fait l'Oulipo, parce qu'ils peuvent travailler sur des choses que nous, qui nous sont interdites d'une certaine manière. Quand on fait un trou dans une page, dans une bande dessinée, l'intérêt de la chose, c'est qu'on la voit, le trou se voit deux fois. Il se voit sur la page de recto lorsque le trou se voit pour la première fois, mais lorsqu'on tourne la page, d'un seul coup elle est en verso, et on voit de nouveau la case qui se trouvait en verso dans la première page. Donc il y a un travail sur, d'ailleurs il s'amuse avec ça, il dit « Mon Dieu, je suis à travers une faille de l'espace-temps », et ce travail-là qui est fait dans la bande dessinée, donc dans un univers qui est celui de l'image et de la 2D, nous on a ce regret qu'on ne puisse pas le faire en texte. C'est beaucoup plus compliqué, sans oublier le problème de la traduction. Parce que si traduction il y avait, il faudrait que le traducteur respecte cette dimension de faille dans la page qui est littéralement impossible. Il y a ça qui est quand même très compliqué. J'avais vu une édition de 100 000 milliards de poèmes avec en fait l'ouvrage n'était pas très, en fait, d'un bon format, mais en fait il était surtout composé de languettes l'on pouvait mettre de côté, de manière à pouvoir former des poèmes de façon aléatoire. À la limite, on relevait quelques languettes au hasard avec les mains et on lisait avant que ça retombe le poème en question. Il y avait évidemment très peu de probabilité pour qu'on retombe exactement sur la même séquentialité de. Alors, tu peux expliquer ce que c'est que ce poème? Oui, alors. C'est un texte de Raymond Queneau, un sonnet. Donc il y a 14 vers, c'est découpé en languettes. Il y a 10 sonnets les uns sur les autres. Et comme on peut choisir de 10 manières différentes le premier vers, de 10 manières différentes le deuxième, de 10 manières différentes le troisième, ça fait 10 fois 10 fois 10 fois 10 puissance 14, et donc ça fait 100 000 milliards de poèmes. Ça en fait beaucoup. Ça fait plus que ce qu'on peut lire en une vie et même en plusieurs vies. Il va sortir bientôt au livre de poche un petit ouvrage dont je dois écrire la préface, et qui est un livre de Torquemada, qui est un auteur des années 1930, et dans lequel c'est un roman policier dont il a coupé les pages. Il y a une seule manière de lire le roman policier, il ne l'a pas indiqué. Et donc il a donné une sorte de système de cartes à jouer pour qu'on puisse recomposer le roman policier pour obtenir quelque chose. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît, qui est très difficile à faire en littérature. Il n'y a qu'une seule manière de lire le livre, parce que chaque page amène un élément informationnel différent, et donc il y a une sorte de séquentialité naturelle du livre. C'est quelque chose qui est très compliqué à construire. Donc il y a ces idées-là qui tournent autour de la dimension, justement de la séquence, de la réorganisation.
ça rappelle un petit roman de Frédéric, dans Photo me faire la fouille, le petit livre de Frédéric Braun. Il y a un jeu comme ça, avec la machine à remonter le temps, l'homme qui invente la machine à remonter le temps, et qui se retrouve toujours au même point. Avec une boucle. Et qui n'arrive pas à inventer la machine à remonter le temps, parce qu'il remonte toujours au moment où il la réinvente. Et il n'arrête pas de la réinventer. C'est l'erreur dans le raisonnement. Effectivement, il y a des différences entre l'Oulipo et la pataphysique. Je dirais que du côté de la pataphysique, c'est l'absence de contraintes. Je ne sais pas du tout si c'est un avantage ou un inconvénient, mais il y a un visuel qui est extrêmement fort. Il y a une extension de la pataphysique au théâtre, à la peinture, et qui fait qu'on ne travaille pas, en effet, il n'y a pas de recherche, il y a plutôt une intention et qui ne va pas se manifester selon ces fameuses contraintes. Et par exemple, en tant qu'écrivain, moi j'ai tendance assez souvent à me donner des contraintes, pourtant je suis pataphysicien. Ce qui fait que dans la pataphysique, je crois qu'avec le risque de trop utiliser un héritage, il y a quand même la possibilité de créer, mais sans direction. Je ne pense pas qu'il y ait en tout cas, je ne connais pas de direction assignée. Par contre, il y a des reprises spontanées qui sont intéressantes, qui sont souvent politiques d'ailleurs. Je pense par exemple à Franco, qui a été quand même représenté par 2 fois en père Ubu, par Hiro et par Picasso. Donc le fait effectivement qu'il n'y ait peut-être pas de règles strictes fait qu'on ait une réappropriation peut-être plus aisée. Oui, chez Vian, il y a aussi le jeu entre la science et la littérature, et même parfois la littérature biblique. Chez Vian, il y a le calcul de combien vaut Dieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce petit article où il calcule la valeur de Dieu. Il parle évidemment c'est intraduisible parce qu'il parle de notions comme 2, par exemple, il rajoute un i, enfin voilà, il fait son calcul. Il y a toujours cette idée chez Vian, donc qui est pataphysicien, de voir ce qu'on peut tirer de la science telle qu'elle se fabrique pour le ramener dans le domaine de la pataphysique et dans le domaine de la littérature construite. Un peu comme il y a ça chez Ubu aussi, avec la gidouille, avec... voilà. Il y a un point qui est peut-être différent, c'est que l'Oulipo utilise beaucoup moins le hasard que la pataphysique. En fait, même, c'est un petit peu déconseillé. Non mais l'Oulipo, c'est l'anti-hasard. Voilà. Alors que c'est pas un problème dans la pataphysique. Et aussi, non seulement le hasard, mais l'accident. Je me rappelle, il y avait eu je crois que c'est dans le magazine littéraire où il y avait eu un numéro spécial sur la pataphysique où il y avait une coquille, où ils ont fait une longue étude de l'article qui était intégralement réinterprété par la coquille. Effectivement, là, c'est l'aubaine du hasard, là, pour le goût de l'accident. Et c'est curieux parce que on est à Nantes au Festival des Utopiens, et l'influence de la pataphysique et de l'Oulipo se fait sentir dans la création de science-fiction. Par exemple, je ne me rappelle pas le titre exact, mais Ballard a écrit une nouvelle qui s'appelle L'assassinat du président Kennedy. Je ne sais pas si c'est une descente de côte, mais qui est un hommage explicite à Jarry. Ian Watson, par exemple, est très très attentif à l'Oulipo. Il travaille beaucoup sur le langage et étant toujours proche des recherches de Roussel. Enfin, c'est intéressant aussi de voir dans le domaine de l'imaginaire qui de la pataphysique ou de l'Oulipo influence qui. L'influence est réelle. De toute façon, à partir du moment où on travaille dans un genre qui est organisé autour de codes, on est quelque part dans une contrainte.
C'est ce qui permet d'ailleurs de délimiter le champ d'un genre. Il y a un trigramme du Yiking que j'aime beaucoup qui s'appelle la limitation, qui dit que en fait, on définit par justement la limite, c'est-à-dire ce qui est une mare à une certaine limite, ce qui est un lac est une autre limite, et ce qui est une mer intérieure a une autre limite, et ça reste finalement que de l'eau au final, mais c'est l'empêchement du débordement qui permet de pouvoir identifier cette étendue d'eau. En science-fiction, c'est vrai que c'est très facile finalement de déborder vers d'autres genres et disons, d'être à cheval ou tout simplement à un moment de sortir du champ de la science-fiction. C'est uniquement en se contraignant à un certain nombre de codes ou de sous-genres, etc., qu'on reste à l'intérieur. Moi, je serais assez curieux de voir ce que donnerait pour la science-fiction le travail qui a été fait sur le roman policier par Louis Coco. Sur l'ouvrage de littérature potentielle policière potentielle, a travaillé sur l'idée qui est l'assassin. Est-ce qu'on le connaît au départ? Est-ce qu'on ne le connaît pas au départ? Donc, par exemple, pour prendre un exemple caricatural, dans les séries comme Colombo, on sait qui est l'assassin au départ, et tout le travail va consister à ce qu'on attende la découverte de l'indice par lequel Colombo va découvrir qui est le oui, ça travaille sur le principe de l'ironie dramatique. Voilà, c'est ça. Alors, on a un peu exploré tout ce qui existait, c'est-à-dire que le coupable ou la victime peut inverser les deux. Le coupable est le narrateur, le coupable, enfin l'assassin est le narrateur, l'assassin est absent du début, on le retrouve à la fin, enfin, tout existe à peu près comme possibilité. Ce qu'il faudrait, et donc ça donne naissance à un tableau, avec des cases qui sont parfois manquantes. La case la plus difficile, c'est dans laquelle l'assassin est le lecteur. C'est très compliqué ça. Dans lequel on arrive à la fin du livre, on se découvre que c'est nous-mêmes, en tant que lecteurs, qui vont assassiner la victime au début. Il n'y a qu'un livre comme ça, je ne sais plus qui il est, mais c'est construit sur cette idée qu'à la fin, on va découvrir que l'assassin est le lecteur. Pour la science-fiction, il faudrait la structurer d'une manière assez précise sur différents thèmes, qui sont déjà les thèmes de la division naturelle des genres internes de la science-fiction, de l'heroic fantasy, en passant par la science-fiction classique à la Wells, et essayer de voir quels sont les thèmes qui n'ont pas été finalement soit abordés dans des cases blanches, soit des thèmes qu'on pourrait faire se regrouper entre eux. Ce que font la plupart des auteurs de romans policiers pour essayer de trouver des nouvelles intrigues dans lesquelles on n'a pas exploré tel ou tel domaine, alors qu'on a l'impression qu'il y a déjà eu des millions de romans policiers décrits et qu'on ne fait que répéter tout le temps la même chose. Et ce qui est difficile de faire, finalement, c'est d'arriver à trouver les points dans ce tableau énorme qui peut être constitué pas forcément en 2 dimensions, mais en 3 dimensions, qui est l'assassin, qui est le détective, qui est la victime pour le roman policier, et d'essayer de voir comment on s'organise. La grande découverte, par exemple, d'Agatha Christie, c'était de faire que tous étaient coupables dans le crime de l'Orient Express. Donc cette idée qui était complètement neuve, que Hercule Poirot allait découvrir qu'absolument tout le monde était coupable, qu'il n'y en avait pas qu'un seul. Et ça, c'est une idée neuve. Dans la science-fiction, c'est très intéressant de travailler dans cette dimension-là, explorer toutes les potentialités du genre et de voir quelles sont les cases manquantes. Ceci dit, la science-fiction travaille par strates, par ajout. J'ai toujours établi une sorte de parallèle entre la science-fiction et le jazz, à savoir on compose au départ une mélodie, bon, par exemple Gershwin dans Porgy and Bess, et puis la mélodie va devenir quelque peu indépendante de l'opéra lui-même, elle va être reprise séparément, l'enregistrement ou tout simplement l'audition du morceau va inspirer d'autres musiciens qui vont eux-mêmes broder par-dessus. Le disque va permettre à une nouvelle génération de découvrir les versions précédentes et eux-mêmes ils vont avoir d'autres orchestrations, ils vont changer complètement les instruments, ils vont l'adapter au hard bop, puis ensuite ça va continuer de voyager comme ça jusqu'au free jazz et jusqu'à nos jours, et en fait il va y avoir 70 ans, 80 ans d'histoire de cette mélodie qui va être perpétuellement recréée en fait, parce que on prend un modèle et on le fait vivre par
par modification progressive, tout en conservant en fait la racine d'origine. On a ça quelque part dans la science-fiction, où Wells crée la machine à explorer le temps. On finit de fil en aiguille par inventer le paradoxe temporel, bon, par exemple le voyageur imprudent de Barjavel. Depuis, on en est rendu finalement à des réalités alternatives qui permettent justement d'échapper à certains paradoxes qu'on n'arrête pas de broder et de faire vivre, exactement comme un standard musical, faire vivre le thème d'origine. Donc ça, je crois qu'on le fait. Mais par contre, on est, c'est vrai, beaucoup moins dans un système de contraintes formelles que dans le cadre de la littérature policière, parce que dans le cadre de la littérature policière, à mon avis, il y a le jeu avec le lecteur de le mettre dans une situation de découverte lui-même, soit du coupable ou de la compréhension du contexte d'un meurtre, trouver le mobile, n'importe quoi. Et ce jeu, finalement, passe obligatoirement par l'exposé d'un certain nombre de faits et d'impossibilités. Je crois qu'on a moins ça en science-fiction pour cette raison. Non, oui, et par exemple, il n'est pas étonnant que quelqu'un comme Wittgenstein, pour se distraire, lisait des romans policiers. Puis il y a d'autres contraintes qui se rajoutent notamment dans le roman policier classique, qui est la différence entre l'ordre de la découverte et l'ordre de la raison. Lorsque le roman débute, je prends un cas simple, le Dr Watson, il est le narrateur, il raconte une histoire qu'il a vécue. Or, durant le récit qui est fait au lecteur, il s'étonne, il déduit mal, et donc il reconstitue en fait un événement qu'il a déjà vécu. Ça, le lecteur doit l'accepter en tant que jeu littéraire entre l'auteur, le narrateur et le lecteur. En science-fiction, ça doit bien exister, mais c'est beaucoup plus rare qu'il y ait ces espèces de conventions au début qui seraient, par exemple, dès lors que vous lisez ce récit, vous savez que moi j'en connais la fin, mais on va faire comme. Et ça, du fait même peut-être de la diversité de la science-fiction, y compris classique, c'est moins un jeu, c'est un jeu à thème, c'est pas un jeu à contrainte. Et concernant la contrainte, d'ailleurs même, c'est une question que je ne voudrais pas poser à Hervé, qu'est-ce qu'on entend par le mot contrainte? Parce que je vois bien l'idée, mais elle est intentionnelle, elle est volontaire, elle n'a rien de contraint pour l'écrivain. Oui, alors, d'abord, elle est volontaire, mais il y a de littérature que volontaire. Donc, à partir du moment où on applique en plus sur la littérature qui est volontaire, un acte volontaire d'écrire une contrainte, ça veut dire que cette contrainte, elle est de différentes natures. Soit c'est une contrainte qui est une contrainte exercée sur la langue, bon, par exemple, quelque chose qui est de l'ordre du formel, comme la poésie, dans laquelle on s'imprime forcément la rime, on s'impose par exemple la rythmique. Et ça peut être aussi dans les textes de Pérec, dans les textes de Calvino, l'apparition de tel ou tel personnage à tel ou tel moment, un cahier des charges. Un cahier des charges qui serait un cahier des charges dans tel chapitre, on doit, chez Pérec, avoir tel animal, telle couleur, telle matière, etc. Non, mais c'est des contraintes. C'est des contraintes, c'est des vraies contraintes. Ça, il l'avait fait notamment pour la mode d'emploi. Pour la mode d'emploi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, il s'en débarrasse très vite. Si on regarde la mode d'emploi pour Pérec, parfois on a un chapitre qui dure 20 pages, 30 pages, et dans le premier paragraphe, il s'est débarrassé de toutes les contraintes. Il a 20 contraintes, il les a toutes mises dans le premier paragraphe, et il s'en occupe plus après. Donc fondamentalement, une contrainte narrative, ça peut être ça. Mais il y a d'autres contraintes qui peuvent être des contraintes de procédure, d'écriture, par exemple, comme le fait un poète comme Jacques Jouet, où il décrit un paysage en déplaçant son regard tout au long de l'horizon, et où il décrit l'horizon, en général avec une phrase linéaire, et qui ne peut se lire, comme si elle était écrite sur l'horizon, ou des contraintes temporelles, où il sait que son poème va durer exactement 10 secondes, 20 secondes ou 15 secondes. Donc tout existe, en fait, il n'y a pas de limite à ce qu'on appelle une contrainte. Ce qui est intéressant, c'est que la contrainte fait aller ailleurs. Et la deuxième chose qui est intéressante aussi en littérature, mais là c'est de manière générale, c'est que tu citais Wittgenstein, et
chez Wittgenstein, c'est intéressant. Ce qui est intéressant, fondamentalement, c'est cette idée que la langue contient le monde, et en fait, ce qui n'est pas contenu dans la langue n'est pas contenu dans le monde, dans notre monde. Là, ça n'existe pas dans le monde, c'est que ça n'est pas contenu dans notre monde. Ça reprend la phrase de Saussure qui est on aura peur du loup tant qu'on n'aura pas inventé le mot chien. Et cette phrase, elle est très forte parce que ça veut dire simplement que l'existence d'un mot fait qu'une partie de notre imaginaire qui suscite de la terreur disparaît parce qu'on a le mot qui est disponible pour nous faire quitter cet imaginaire de frayeur. Et donc l'existence du chien, qui n'est pas une évidence, fait que le loup disparaît partiellement. Et c'est un peu vrai pour tout, c'est-à-dire que l'intégralité de la langue ne couvre pas le monde. Il y a qu'à voir les couleurs, on a 40 mots ou 50 mots pour les couleurs, mais les couleurs sont infinies. Il y a des pays qui se débrouillent très bien sans disposer même du concept de vert. Le jaune et le bleu leur suffisent, et pour décrire l'herbe, c'est bleu ou jaune selon les cas. Donc la langue, quel que soit le pays, quel que soit ne couvre pas de toute façon l'intégralité de notre inconscient et de l'univers tel qu'il est fichu. Donc il n'y a pas de problème à utiliser la contrainte, puisque de toute façon, la langue ne saurait en aucune façon décrire l'intégralité du monde. C'est ce qui justifie, de certaine manière, la contrainte. Puisque de toute façon, on ne peut pas couvrir le monde avec la langue, on peut s'imprimer une contrainte sur la langue qui ne va pas réduire la taille du monde pour autant. Et c'est ce qui, moi, m'a toujours intéressé. C'est-à-dire que pour exprimer la douleur, on peut très bien le faire en prose, on peut très bien ne pas s'imposer d'écrire un sonnet qui va être un sonnet de douleur, de deuil, de séparation. Et si on s'impose d'écrire un sonnet sur la perte d'un ami ou la perte d'une femme ou d'un homme, cette perte va s'exprimer dans la contrainte extrêmement puissante du sonnet, et pour autant ne pas perdre de sa force, même si on ne pourra pas tout dire de ce qu'on aurait voulu dire, qu'on aurait pu dire dans une contrainte moins forte que celle de la prose, puisque de toute façon la langue ne couvre pas le monde. Ce qui paraît très fort chez Wittgenstein, c'est cette couverture limitée du monde par la langue. Un peu comme une sorte de plaine couverte par des dalles, qui sont les mots, mais les dalles ont des jointures qui ne sont pas des jointures très fiables, et dans lesquelles il y a de l'herbe qui sort, et dans lesquelles il n'y a pas de mots encore pour cette herbe qui sort. C'est ça qui m'intéresse. On peut peut-être donner quelques exemples de contraintes, justement. J'ai pris un texte, justement, dont tu es l'auteur, avec la contrainte de l'abécédaire. Alors, ça consiste à écrire une phrase de 26 mots qui commence chacun par une lettre différente, et les lettres sont évidemment organisées par ordre alphabétique. Et ça donne, je vais le lire lentement de manière à ce que ce soit bien compréhensible, parce que bon, ce qui est formidable avec Oulipo, c'est que finalement, quelquefois, on peut parfaitement prendre connaissance d'une œuvre sans se rendre compte des contraintes. Le mode d'emploi, c'est assez typique, mais là, ça serait dommage de passer à côté. À brader, 5 danseuses en froufrou, grassouillettes, 8 ingénues joueuses, kleptomanes le matin, 9, 11 peut-être, quadragénaires, rabouqueries, 6 travailleuses, une valeureuse valkyrie, X youpi zélé. Alors ça s'appelle des gammes, ça. À l'Oulipo, il y a un type de travail qui consiste à faire des gammes. Ça en fait partie, c'est-à-dire que ça peut être théoriquement nul, mais au moins on essaie de faire quelque chose avec une contrainte qu'on sait appliquer. Et c'est vrai que là, on voit qu'on travaille sur un mode qui est justement, on va commencer les premiers mots commençant par A, deuxième mot par B, troisième mot par C. Et puis comme on se dit qu'on va utiliser finalement les chiffres pour rythmer la chose, on va y arriver. Et on voit aussi que la fin de l'alphabet, tel qu'il est conçu, c'est un fatras incroyable. C'est qu'on met à la fin X, Y, Z. On n'a pas beaucoup de choix. On n'a pas beaucoup de choix et il faut finir comme on peut avec ça. Et franchement, il n'y a pas beaucoup de mots qui terminent par Z, qui commencent par Z, pas beaucoup de mots
par Y, il faut travailler avec ça. Bon, ce sont des gammes, c'est-à-dire qu'à l'Oulipo, il y a 3 types de travaux. Il y a premièrement les travaux autobiographiques ou biographiques, comme le fait Pérec par exemple Ellis Island ou dans W, le souvenir d'enfance. Donc des travaux biographiques, des travaux de fiction pure, comme par exemple La vie mode d'emploi, des travaux de ce qu'on peut appeler aussi les gammes. Et enfin, il y a un 3e type de travail que fait Pérec, qui est l'infraordinaire, donc des choses où on s'intéresse un peu comme Ponge à décrire un savon, ou comme Cortázar, comme monter un escalier. Ce sont des toutes petites choses. La liste de tout ce qu'on a mangé et bu dans l'année. Liste de tout ce qu'on a mangé et bu dans l'année. Ce sont des petits travaux qu'on peut même faire chez soi, soi-même. On se dit, on s'installe même dans un square ou à une terrasse de café et on note tout ce qui se passe, comme le fait Pérec avec l'épuisement des lieux parisiens, où il s'installe place Saint-Sulpice. Donc ce type de travail sur l'infraordinaire, c'est quelque chose qui littérairement peut parfois sembler manquer d'intérêt, mais qui, du point de vue de l'apprentissage de l'écriture pour un écrivain, est très intéressant parce qu'on travaille avec un matériau extrêmement pauvre et ça pousse à tirer de tout ce qui passe devant nous un petit élément intéressant. Ceci dit, j'ai lu tous les ouvrages infraordinaires, il y en a parce qu'il y en a quelques-uns quand même. Comme la description, par exemple, d'un carrefour, et ça prend vraiment beaucoup de temps. Bon, la liste de tout ce que l'on a mangé et bu au cours d'une année, alors c'est assez effrayant, hein, ça d'ailleurs, quand on voit le nombre de petits, le nombre de bouteilles, etc. Mais ce qui m'avait marqué à l'époque, c'est pas tellement l'aspect qu'on pourrait imaginer inutile. En fait, c'est la discipline que ça demande. C'est-à-dire, si on oublie à un moment un repas dans la liste parce qu'on a autre chose à faire ce jour-là, qu'on a remis à plus tard, et puis qu'en fait l'idée a glissé, que l'on ne sera plus exactement, en fait la liste n'a plus aucune valeur en soi. Donc ça signifie que pendant un an, il va falloir s'assujettir à une discipline absolue. Et là aussi, je reprends l'idée des gammes, en fait on travaille son esprit, on travaille sa volonté. Oui, enfin, dans l'infraordinaire, il y a aussi pour tout le monde le fait de prendre sa propre finitude en jeu. C'est-à-dire, voilà, il y a des travaux d'artistes conceptualistes américains où ils accumulent sur une pelouse l'intégralité des objets qu'ils ont accumulés dans leur vie. Donc ça donne une certaine vanité, mais ça peut aussi donner des choses qui sont calculer combien de temps on passe, que tout le monde fait inconsciemment, combien de temps on passe à se raser, par exemple, pour les hommes, combien de temps on passe à se maquiller, moi je mets du collier dans mes yeux en ce moment, donc combien d'heures on passe à se mettre du collier dans les yeux, combien de temps on passe à boire, ça va, ce sont des sortes d'expériences de philosophie de la vie quotidienne. Et j'aime bien cette idée qu'on va aller au bout de processus de pensée qui sont justement de l'infraordinaire. Littérairement parlant, par exemple, des choses qui m'intéressent, c'est prononcer infiniment un nom jusqu'au moment où il perd du sens. Prenez le mot crayon, et vous prononcez le mot crayon, 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 jusqu'au moment où ce mot crayon perd son sens. Et ça, on retrouve Wittgenstein, on retrouve l'idée socieux, du signifiant, du signifié, du moment où on a un mot de la langue, de notre langue, dont on pense qu'il a du sens, et qui finit par en perdre complètement, justement, la notion même de signification. Et où, d'un seul coup, le mot redevient neuf. On prononce 100 fois le mot crayon, il n'a plus de sens, et on va le réutiliser, il va redevenir un tout petit peu neuf. Et c'est ça qui m'intéresse aussi dans l'infraordinaire. C'est cette destruction complète de la langue qui est permise par le travail littéraire, justement à ce niveau-là. Mais il y a des dizaines d'exercices comme ça que je trouve fascinants. Il y avait eu un homme qui s'appelle Roger Paul Droit, qui avait fait une liste de choses qu'on pouvait expérimenter soi-même, chez soi, très tranquillement, pour réfléchir à qui nous sommes. Il y en avait une qui m'avait fasciné, c'était boire en pissant. Donc on s'installe aux toilettes et on se met à boire en pissant. Alors, ça peut paraître absurde, mais en même temps,
ça nous fait prendre conscience du fait qu'on est un tuyau et qu'on vient d'un monocellulaire qui est un verre qui a fini par évoluer pour devenir autre chose que simplement un simple tube digestif. Mais cette idée de boire remplissant qui peut paraître une expérience totalement absurde, au bout d'un moment, c'est très intéressant. C'est libérateur. Hein. Oui, c'est assez intéressant. Il y en avait une autre qui était l'expérience de vie quotidienne, qui était on tombe sur un oiseau mort, un objet mort, et qui était vivant, et on reste le temps qu'il faut pour s'imprégner de l'idée qu'il est mort. Donc ça va nous arriver. Cette petite expérience, il y en avait une centaine comme ça que je trouvais intéressante, dont le mot crayon aussi. Je reprends sur l'infraordinaire, parce que bon, là on est finalement chez Pérec, avec les listes, avec même les je me souviens, etc. C'est quand même assez lié à un contexte. On parlait d'une volonté de tout remettre à plat à l'après-guerre, mais à partir des années 60, il y a aussi une critique de la consommation. Dans les choses, on le sent très bien, ça, cette volonté absolue de posséder à tout prix et de se définir par les objets que l'on a. Après, faire des inventaires de quelque nature que ce soit permet aussi, comme pour la répétition, d'amener un certain recul sur la notion même d'objet et d'appartenance. Finalement, qu'est-ce que ça signifie? Surtout que les objets finissent par se perdre, ils sont acquis, ils se détruisent, ils se perdent. Mais c'est vraiment quelque chose qui est propre, je pense, aux années 60 et 70, et c'est à ce moment-là qu'il a écrit la plupart des textes qui sont relatifs aux objets en général. Oui, effectivement, c'est peut-être aussi ce qui fait que Lolipou est plus créatrice, plus énergique, parce qu'elle met plus de son temps que la métaphysique. Il a été, qui a croisé quantité de créateurs et de mouvements, mais qui, d'elle-même d'ailleurs, en 1974, s'était occultée. C'est vrai que depuis son apparition, c'est pas la désoccultation, mais l'apparition, on est plus de l'ordre de la reprise du fond historique, mémoriel, que de la véritable création. Enfin, elle est sauvée par le Lolipou, qui fait partie du collège. Et je me rappelle qu'un jour, tu avais dit qu'en fait, Pérec avait commencé à être reconnu après sa mort. Il n'était pas si... Enfin, c'était un cercle restreint jusqu'à sa mort, en début 80. Oui, c'est Pérec qui a eu le prix Médicis pour la vie même d'emploi en 78. Il est mort en 82, voilà. Et c'est après, évidemment, son décès qu'il a été reconnu comme un écrivain majeur. Donc ça relativise aussi beaucoup. Une des choses qui est assez saine à l'Oulipo, c'est le fait de savoir qu'on est une quarantaine et que dedans, il y en a entre guillemets une petite dizaine de célèbres, mais qu'il n'y a pas de moindre. C'est assez rassurant. Quand on nous demande d'arrêter, c'est très bien. Oui, donc des questions pour la part du public. Je voulais vous demander si, au niveau de la place dans l'espace public, la position des radios publiques et des papous dans la tête à une époque, je ne sais plus si c'est une mission qui existe encore, mais la place que ça a eu dans les travaux et les réflexions que vous avez menés, l'aspect audio et radio. Bon, l'émission a disparu parce que Françoise Trossard a pris sa retraite. L'Oulipo donnait beaucoup en fait aux papous. On n'empruntait pas beaucoup en tant qu'Oulipo aux papous, parce que ce n'était pas du tout l'idée. Mais en revanche, la question de l'oralité, c'est une question très importante en littérature, pour la poésie en particulier, parce que originellement, la poésie était d'abord déclamée. Et retrouver à la radio une forme, disons, oratoire, déclamatoire du texte, c'était quelque chose qui nous intéressait. En même temps, quand on regarde bien, l'émission était faite par des non-professionnels de la radio. C'est aussi ce qui faisait son charme.
C'est-à-dire qu'on n'avait pas du tout des voix radio, on avait des voix totalement décalées par rapport à ce qui se faisait ailleurs. Il y avait des peintres comme Henri Cueco, il y avait des artistes comme GB, il y avait absolument de tout. Il y a eu Topor à un moment donné, donc il y avait vraiment beaucoup de monde dans cette émission qui n'appartenait pas au monde a priori de l'oral et qui se forçait à faire de la radio. C'est sans doute ça qui faisait aussi l'intérêt de l'émission, je pense. Cette sorte de contrainte qu'on se donnait de faire quelque chose qui ne nous était pas naturel. Oui, bonjour. Si. Je voulais vous poser la question, vous abordiez tout à l'heure le fait que justement il y avait des contraintes qui s'appliquaient par d'autres domaines que la littérature. Est-ce que vous pensez que dans les nouvelles générations de l'UNIPO, la langue reste au centre du travail des préoccupations? Et du coup, ma deuxième question qui en découle, c'est est-ce que c'est quelque chose qui est qu'on retrouve dans d'autres langues et d'autres pays, ou est-ce que le pont se fait par d'autres formes d'art? Alors d'abord, le groupe est international. Donc, comme je l'ai dit, il y a 2 hispanophones, il y a beaucoup d'anglophones. Il y a des pays dans lesquels, comme le Japon ou la Chine, dans lesquels c'est presque une chose naturelle, mais ce sont des idéogrammes, donc ils réfléchissent très différemment par rapport à l'écriture. La langue, pour nous, c'est d'abord une langue écrite, parce que c'est quand même justement de l'écrit avec lequel on travaille. Donc, il y a des choses auxquelles on ne peut pas penser, nous, alors que les Chinois peuvent y penser. Je prends un exemple tout bête, c'est le palindrome. Le palindrome, vous savez, ça va justement, tu l'as trop écrasé, César se porte salut, ce qui est un des palindromes les plus cons que je connaisse, donc j'utilise. Ce texte qui se lit dans les 2 sens. Mais pour quelqu'un qui travaille avec des idéogrammes, le palindrome n'a aucun sens. Ou alors il en a un complètement différent, puisqu'il travaille avec des idées qui vont se retrouver à l'envers. Et nous, on peut travailler comme ça. Donc pour nous, la langue, elle reste centrale, mais c'est toutes les langues possibles. Et le groupe reste un groupe international dans lequel on s'intéresse vraiment à tout. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des langues qui sont naturellement presque à contrainte. Prenez l'arabe, dans lequel une partie d'arabe classique se fait sans qu'on voit les voyelles. Et donc il y a plusieurs lectures possibles d'un même texte selon la voyelle qu'on met au-dessus de la consonne, avec des ambiguïtés qui sont très fortes. Et ces ambiguïtés donnent parfois des sens à des contresens selon la traduction. Idem pour l'hébreu, dans lequel aussi, parfois, dans l'hébreu ancien, la voyelle elle disparaissait. Donc il y a toujours cette question de la langue qui est au centre, et de savoir ce qu'on peut en faire avec, et de comment on peut la manipuler pour en tirer quelque chose de substantifique, vraiment d'intéressant pour la potentialité. Bonjour, j'avais une question par rapport aux différents ouvroirs dont vous parliez plus tôt. Vous parliez de l'ouvroir de peinture potentielle, de l'ouvroir de littérature potentielle, mais est-ce qu'avec l'évolution des technologies, on peut envisager la création d'un ouvroir d'informatique potentielle, ou alors est-ce que c'est vraiment cantonné au domaine artistique? Bon, c'est pas cantonné à un quelconque domaine. Il y a l'ouvroir d'architecture potentielle, il y a l'ouvroir de cuisine potentielle, c'est assez dégueulasse ce qu'il faut. Il y a l'ouvroir de peinture potentielle, de bande dessinée potentielle, on l'a dit. Mais il peut y avoir très bien des ouvroirs pour n'importe quoi. Il se trouve que l'ouvroir d'informatique potentielle, c'est quasiment inclus dans l'informatique elle-même, la potentialité, parce que c'est quasiment ontologiquement compris dans la logique même de la manipulation que c'est présent. Donc, il y a eu à un moment donné un groupe qui s'appelait l'Alamo, qui voulait dire atelier de littérature assisté par la mathématique et l'ordinateur, ce qui est très joli. Et leur slogan, c'était « Mieux vaut faire à la mot qu'à la main ». Mais ce groupe a malheureusement disparu parce qu'il se déroule sur le web 1000 fois plus d'expériences qu'il peut se dérouler dans un petit atelier national. Donc on trouve déjà sur Internet, on trouve des centaines de millions d'expérimentations, de manipulations qui sont déjà présentes. Et tout à l'heure, je discutais avec un dessinateur qui est Kilofer,
Et il me disait que les IA commençaient à produire des dessins tout à fait de qualité et impressionnants, et que ça commençait à être un peu la panique. Donc moi j'attends avec impatience le premier roman écrit par une IA, enfin pas avec impatience toute relative, mais je pense que ça va arriver bientôt. Donc on a dans l'univers de la création une part très importante qui va être de plus en plus dévolue aux IA. Je ne sais pas ce que ça va donner du tout, hein. Mais il est clair que ça va forcément donner des choses, puisque déjà on a des résultats très très probants dans des domaines où c'est la musique par exemple. Franchement, vous donnez tous les éléments pour créer du bac à une IA, et ça marche assez bien. Et le premier qui d'ailleurs avait travaillé sur Bach et l'intelligence artificielle, ça date des années 70, et son nom, c'est Ray Kurzweil, qui est aujourd'hui numéro 3 de Google, je crois, ou peut-être numéro 4, et qui est l'homme qui a écrit ce livre très important sur la singularité dans les années 2000, qui évoque ce moment dans lequel les IA dépasseront l'homme à une vitesse absolument folle. Donc cette idée, elle est déjà très présente dans l'informatique et sur le web. Il y avait eu, pour répondre aussi un peu à la question, il y avait eu à un moment des concours qui avaient été organisés avec c'était une certaine forme de contrainte. Il s'agissait pour des programmeurs de créer des programmes qui tiennent le moins de place possible. Alors ils travaillaient qu'en langage direct, langage machine, quoi, directement, qu'il n'y ait pas de transcription, et ils réussissaient à faire tenir des programmes dans 20, 32 cas, et même moins. Enfin des trucs qui sont hallucinants aujourd'hui, parce que bon, n'importe quel logiciel pèse tout de suite plusieurs centaines de mégas, voire plusieurs gigas, et on ne parle même pas des systèmes informatiques eux-mêmes. Merci beaucoup.